Ici Sylvain Deshôtels du pôle d'expertise interordre en formation à distance, un projet de Campus Numérique Québec, dans les blocs de départ cet après-midi pour cette conférence où il sera question d'évaluation équitable et représentative de la diversité des apprenantes et apprenants. À la fin de la conférence, on va vous inviter à livrer vos impressions sur notre mur collaboratif. Alors, je vous donne toute une intention d'écoute. Pendant la présentation, identifiez vos forces actuelles sur le sujet, explorez les dimensions clés des pratiques évaluatives inclusives et, pourquoi pas, nommer des objectifs SMART directement applicables à vos cours. C'est parti pour évaluation à distance et EDIA. Notre conférencière, bonjour, c'est Myriam Giroir-Gagné. Elle est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières en évaluation inclusive et différenciée en soutien aux apprentissages. Bonjour, Myriam. Bonjour. Salut. Alors, je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser vos questions dans le clavardage. Chemin faisant pendant la conférence, on y reviendra à la fin en grand groupe. Myriam, bonne conférence. Merci beaucoup. Merci de la présentation. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je commence tout de suite mon partage d'écran. Donc, aujourd'hui, on nous a donné des super belles intentions d'écoute qui s'arriment tout à fait avec ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, l'évaluation dans un contexte de formation à distance et l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité. Donc, rapidement, on m'a présenté comme professeur en évaluation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui, c'est vrai, depuis le mois de décembre, j'ai quand même eu un parcours qui m'a permis de développer ma compréhension de l'évaluation inclusive là, à travers d'abord ma maîtrise, mon doctorat à l'Université de Montréal, puis mon postdoctorat à l'UQAM. J'ai travaillé aussi à l'Observatoire en santé mentale étudiante en enseignement supérieur à l'OSME, ainsi qu'à l'Université Laval pour peaufiner en fait mes méthodologies de recherche ainsi que mon approche de ce qu'est une évaluation inclusive. Tout ça en ouvrant, en ouvrant sur le monde aussi, donc ces pratiques notamment en Afrique francophone avec le programme Apprendre géré par l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, vous avez certainement déjà vu cette illustration ou une illustration similaire. Au terme de l'atelier aujourd'hui, on aimerait être en mesure de se fixer des objectifs SMART pour bonifier nos pratiques d'évaluation dans le but de soutenir la réussite d'un plus grand nombre de personnes étudiantes en contexte de formation à distance, et ce, indépendamment de leurs caractéristiques. Donc, à prime abord, ma posture en termes d'évaluation inclusive, ce n'est pas que l'évaluation qui s'adresse à des personnes étudiantes, des apprenants, apprenantes qui ont un diagnostic X, Y, Z, mais vraiment du design de l'évaluation en amont pour prévenir en fait tout préjudice en fonction soit d'un diagnostic ou encore de caractéristiques. Donc, j'ai vraiment une approche assez globale, holistique de l'inclusion. Rapidement, pour conceptualiser ce qu'est l'évaluation inclusive, je me suis intéressée aux différents concepts ou à différentes perspectives, notamment l'évaluation humaniste qui met vraiment l'humain au cœur. Puis là, c'est tout à fait en lien avec le thème ici de la Semaine de la femme. Donc, qui met l'humain au cœur de sa démarche évaluative. Donc, de se fixer des objectifs à atteindre, de trouver en lui-même avec un accompagnement des stratégies pour les atteindre. L'évaluation inclusive qui se base notamment sur la conception universelle de l'apprentissage, la CUA, en donnant flexibilité, en donnant des choix. L'évaluation différenciée qui fait plus appel à la différenciation pédagogique. Et dans le champ de l'évaluation, parce que les chercheurs, vous savez, ils ne se parlent pas trop dans les différents champs. Donc, du côté de l'évaluation, le nouveau terme, on peut dire, pour définir ou pour décrire l'évaluation formative, on s'en va vers l'évaluation soutien d'apprentissage. Pourquoi ce virement-là, ce changement de terminologie-là? En fait, ici, on veut vraiment s'assurer que les pratiques évaluatives soient directement intégrées, voire même interdépendantes avec les pratiques pédagogiques. Donc, vous allez voir aujourd'hui, les pratiques évaluatives inclusives prennent vraiment, en fait, en leur cœur le fait qu'elles sont tout au long de l'apprentissage et qu'elles servent à l'apprentissage. De tous ces paradigmes-là ou de toutes ces approches-là, trois grandes préoccupations que je vous amène là, à garder en tête, qui sont ici
à la droite. Donc, l'évaluation est intégrée à l'apprentissage, comme je le mentionnais. Comment on intègre l'évaluation à l'apprentissage avec une plus grande transparence, de l'authenticité dans les situations d'évaluation, des rétroactions qui sont continues aussi et utiles tout au long du processus. L'évaluation sera aussi flexible, donc on parlera beaucoup de variété, de choix, des différentes caractéristiques. Et l'évaluation implique les personnes apprenantes, donc c'est-à-dire comment on peut les rendre responsables dans leur évaluation, mais aussi des ressources pour eux-mêmes et pour leurs pairs, notamment par l'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs. Ça, c'était là où j'en étais à la fin de ma thèse en 2024. Par la suite, 2024-2025, j'ai réalisé mon stage postdoctoral où là, on a réussi avec des conseillers pédagogiques, conseillères pédagogiques, des personnes enseignantes aussi, du primaire à l'université, donc vraiment dans une perspective interordre, de définir quelles sont concrètement les pratiques d'évaluation inclusive en salle de classe. À partir de cette conceptualisation-là, on a fini par développer une boussole qui nous permet de faire un autodiagnostic de nos pratiques que je vais vous montrer ou vers laquelle je vais vous orienter à la fin de la présentation aujourd'hui. Mais ce qui en est ressorti de ces pratiques-là, en fait, c'est qu'il y a deux grands axes qui nous permettent de définir quelles sont les pratiques évaluatives inclusives. Le premier axe, c'est l'alignement pédagogique. Donc, encore là, on met vraiment au centre de l'évaluation la démarche pédagogique. Donc, l'évaluation est vraiment interdépendante de la pédagogie. Et le deuxième axe, la flexibilité. Donc, dans une perspective aussi de tenir compte de l'ensemble des caractéristiques. Et de ces deux axes, trois petites marches dans chacune d'entre elles, des marches qui sont progressives en termes de complexité d'application. Donc, les pratiques de cohérence au sein de l'alignement pédagogique seraient les premières pratiques à mettre en œuvre pour ensuite aller davantage vers la transparence et finalement vers des rétroactions constructives. Du côté de la flexibilité, variété, offrir des choix, puis responsabiliser les élèves. Durant la présentation aujourd'hui, on va faire un survol de tout ça avec des études de cas. On va regarder comment faire en sorte qu'il y ait plus de choix, comment faire en sorte qu'il y ait plus de transparence, à quel moment dans un plan de cours on peut mettre des rétroactions, planifier en amont des moments de rétroaction constructive. Mais avant d'aller là, j'aimerais, si la modératrice veut bien nous mettre l'hyperlien dans le clavardage, donc je vais vous donner accès au Canva ici pour aller faire des modifications et pouvoir mettre dans les post-it prévus à cet effet vos pratiques. Donc, dans les post-it jaunes, je vous demanderai d'indiquer quelles sont les pratiques évaluatives inclusives que vous déployez déjà ou que vous avez déjà observées chez des collègues autour de vous. Donc, à la lumière, rapidement, de ce qu'on vient de dire, du fait que l'évaluation inclusive, c'est une évaluation qui est intégrée à l'apprentissage, qui permet de fournir des rétroactions qui sont constructives, qui sont aidantes pour la suite et qui a de la flexibilité des choix de proposer. Est-ce que vous voyez déjà concrètement des pratiques préexistantes? Parce que malgré tout ce qu'on peut penser, on met déjà beaucoup de choses en pratique dans nos classes, dans nos milieux respectifs. Et dans les post-it verts, comme on est à la semaine de la FAD, il me semblait primordial de vous demander quels sont les enjeux particuliers en termes d'évaluation que vous voyez, que vous anticipez en formation à distance. Donc, quels seraient les enjeux à ce moment-ci? Contrairement à notre test très positif tantôt, Ça ne Myriam, avant fonctionne pas d'entrer. maintenant. Non, le code est échu. Ah bon, OK. Donc, je vais le redémarrer. Et voilà, donc copier, je vais le mettre dans le clavardage Oui, comme merci. tout à l'heure. Et là, ça devrait fonctionner. Oui, là, je vois plein de Oui, gens qui super, arrivent. ça fonctionne. Excellent. Je m'excuse pour le petit partage d'écran, ça demandait cette manipulation-là tout à l'heure.
Super, merci beaucoup de votre participation. C'est super. Ça fonctionne. On est content. Donc, de vos suggestions, le fait de oh, il ne fallait pas que je zoome si gros que ça. De trianguler les traces, donc d'utiliser observation, les conversations, les productions, d'ajouter du temps supplémentaire pour tout le monde. On va en parler tout à l'heure. J'ai une petite indication à cet effet-là. Le fait de différencier les questions, d'offrir de la rétroaction spécifique à la réponse de l'apprenant plutôt que de la rétroaction globale, effectivement. D'utiliser les entretiens, de fournir le choix du mode de présentation, varier les formes d'évaluation. Donc, vous avez déjà beaucoup de pratiques en place. Puis, on commence tranquillement à aller du côté du vert. Donc, quels seraient les enjeux en formation à distance par rapport à une évaluation qui se passe plus en présentiel peut-être ou dans un format plus conventionnel d'enseignement et d'évaluation? Ça donne vraiment tout le contrôle à tout le monde. Donc, du côté de la formation à distance, vous mentionnez évidemment l'intelligence artificielle. Euh, Effectivement, ça peut être un enjeu à voir exactement entre le fait de faire un examen ou une situation d'évaluation en salle de classe où on peut contrôler plus de paramètres. En ligne, il y a peut-être plusieurs paramètres là, qui sont moins faciles à contrôler. Donc, c'est comme si on perdait un petit peu plus le contrôle sur les situations d'évaluation proposées. Permettre une rétroaction immédiate, la difficulté d'accéder à un tuteur quand on a des questions. Donc, il y a un enjeu en formation à distance pour avoir des réponses lorsqu'on en a durant une situation d'évaluation. Ça peut être moins évident. Moins de possibilités de rencontres individuelles à distance. Euh, tu, tu, Difficulté à voir et entendre tout le monde durant une activité, effectivement. Donc, on voit qu'il y a quelques enjeux en formation à distance, notamment en termes d'évaluation, de distinguer l'accessibilité des mesures d'accommodement versus rendre les évaluations réellement inclusives. OK. Donc, on va explorer nos axes d'évaluation inclusive avec une étude de cas qui fait intervenir la formation à distance. Ce ne sont pas des études de cas parfaites ou qui permettent de voir l'ensemble des contextes, mais il faut s'exercer, il faut partir quelque part, puis c'est ce que je vous propose. Donc, le premier axe que je vous proposais tout à l'heure, c'était l'alignement pédagogique. Donc, ici, dans notre cas, on a un enseignant qui serait en soins infirmiers, par exemple. On pourrait vraiment aller dans n'importe quelle discipline, mais c'était pour avoir des objectifs concrets. Donc, objectif du cours, analyser les besoins biopsychosociaux des personnes en ayant un trouble de santé mentale, établir une relation d'aide thérapeutique, appliquer une démarche de soins complète et adaptée. Donc, on voit qu'on a des objectifs de cours de niveau assez élevé au regard de la taxonomie de Bloom, analyser, appliquer une démarche de soins adaptée à la situation clinique. Donc, on a quand même un élément à ce niveau-là. Puis, une relation d'aide thérapeutique. C'est assez complexe. Les activités d'apprentissage prévues dans ce cours en ligne, c'est l'observation de vidéos de simulations cliniques lors de séances asynchrones, des discussions sur des forums à propos des approches de communication thérapeutique et des études de cas écrites à réaliser de manière asynchrone à la maison, qu'elles soient en équipe ou non. En termes d'évaluation, donc ce qui est fait pour évaluer les objectifs, l'atteinte des objectifs du cours, on aurait dans ce cas-ci un examen théorique intra à choix multiples sur l'environnement numérique d'apprentissage à partir d'une bande de questions aléatoires. Un examen théorique à choix multiples aussi sur les diagnostics psychiatriques et les médicaments. Et finalement, un travail écrit à réaliser en équipe hors des heures de cours, donc analyse une situation clinique complexe, identifier les besoins psychosociaux et proposer une démarche de soins complexe. Donc, à partir de ça,
vous pouvez l'indiquer dans le clavardage. Est-ce que les objectifs du cours ici sont réellement soutenus par les activités d'apprentissage et évalués par les évaluations? Est-ce que les activités d'apprentissage préparent réellement aux activités d'évaluation? Donc, si vous pourriez répondre par oui, non, et dans le clavardage. Non dans les deux cas. Et je vous amène alors à la prochaine diapo tranquillement. Quel type d'évaluation serait plus cohérent avec les objectifs du cours? Donc, si on dénote dans ce plan de cours un manque de cohérence, qui est la première étape, quel type d'évaluation serait davantage aligné avec les objectifs du cours? Donc, analyse de cas, simulation. Puis là, ce serait de voir est-ce que tout ça, c'est possible aussi en formation à distance, de quelle façon? Des stages d'observation. Des entrevues individuelles nous permettraient probablement d'aller chercher des informations supplémentaires, peut-être un peu plus contextualisées, effectivement. Donc, on voit que, en fait, le désalignement ici au niveau de la cohérence se retrouve du fait qu'on a des examens théoriques intra-finaux assez traditionnels, alors que ce qui est visé, c'est vraiment d'être dans une posture d'analyse, une relation d'aide, puis d'appliquer une démarche. Donc, c'est intéressant, là, M. Laflamme qui indique qu'on pourrait simuler un appel de ligne de support en santé mentale, effectivement. Donc, on a des outils qui seraient potentiellement utilisables. Puis, pour vous donner un exemple, si on parle de jeux de rôle en synchrone, tout ça, de mon côté, dans les cours que je donne, notamment en évaluation, on simule une rencontre de bulletins avec des parents du primaire et du secondaire. Puis tout ça se fait sur Teams. Mon cours, je le donne en présence toute la session, mais l'examen se fait sur Teams parce que, ben, en fait, je crée des sous-salles avec un parent qui se voit distribuer les questions à la dernière minute. L'enseignant arrive avec son dossier d'élève, puis le parent pose les questions, il s'enregistre et moi, j'évalue l'enregistrement. Donc, dans ce cas-ci, la formation à distance est en fait vraiment nécessaire parce que ça, je ne pourrais pas vraiment le faire en présence. Il y aurait des enjeux de locaux puis de temps, évidemment, là. Donc, super intéressant, merci. Ça m'amène quand même, parce que là, on parle d'examen, on parle de comment on pourrait aussi ajuster ça. Ça m'amène tranquillement à parler du temps universel. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais dans la question d'examen, puis que ce soit un examen à choix multiples ou un examen sous forme d'analyse de cas, pardon, il y a toujours un enjeu de temps. Puis dans les enjeux que vous avez mentionnés aussi en formation à distance, vous parlez que c'est difficile de contrôler les paramètres, l'utilisation de l'IAG aussi. Donc, à ce niveau-là, excusez, je me fais déconcentrer par le clavardage. Je vais ouvrir ma fenêtre pour plus le voir. Je regarde les gens qui sont là. Je suis comme bien heureuse de voir plein de gens que je connais aussi. Bref, le temps universel en contexte d'examen ou en contexte d'évaluation, en formation à distance ou non, bien, c'est intéressant de s'intéresser, bien sûr, à la gestion du temps, point, à établir le temps pour une évaluation X, Y ou Z. Là. Souvent, on a c'est plutôt administratif, ce choix-là, de se dire, ben, mon examen dure 2 heures ou 3 heures parce que mon cours dure habituellement ça, parce que c'est dans la tradition que ça dure ce temps-là. Mais il y a plusieurs éléments qui doivent rentrer en ligne de compte, surtout quand on parle de cohérence puis de lien avec les objectifs d'apprentissage. La première question que je vous poserais, c'est est-ce que la rapidité, c'est un critère de réussite? Est-ce que ça fait partie de nos objectifs d'apprentissage de réaliser une tâche X dans un temps déterminé? Parfois, oui.
Mais parfois non, puis souvent non, en fait. Lorsqu'on est dans un processus d'acquisition de compétences, qu'on n'est pas nécessairement en certification finale, parfois ça l'est, parfois ça ne l'est pas, c'est vraiment du cas par cas, mais c'est intéressant de se demander, est-ce que la rapidité à laquelle je réalise une tâche est vraiment significative au niveau de ce que je juge comme personne enseignante, une réussite ou un échec? J'ai mis ici comme exemple changer un pneu. J'ai donné une formation à la formation professionnelle en mécanique automobile. Ben là, oui, changer un pneu, ça ne pouvait pas se faire en 45 minutes. C'était un critère de réussite. Mais c'est une question à se poser. Est-ce que le temps à ce moment-là, c'est la seule manifestation de l'efficacité? On parle souvent qu'être compétent, c'est être compétent de manière efficace dans des contextes donnés. Est-ce que les temps, c'est la seule manifestation de l'efficacité ou si on peut être efficace d'autres façons? Est-ce que le temps de base des examens est bien calibré? Puis là, ça va nous amener tout à l'heure à parler d'accommodement puis de flexibilité, potentiellement de temps universel, d'accorder le temps supplémentaire à tout le monde. Le temps qu'on juge, nous, c'est un jugement qu'on fait sur je pense que mon examen doit se faire en 2 heures. Mais est-ce que ce temps-là, il est bien calibré à la base? Comment on peut s'en assurer pour s'assurer que les personnes qui n'ont pas accès à du temps supplémentaire puissent réellement réaliser cet examen-là ou cette tâche-là dans le temps prescrit. Donc, il y a vraiment une subjectivité ici au niveau du temps qui est requis pour réaliser une tâche évaluative. Selon qui, selon quoi. On a déjà fait des études en fonction de la vitesse de lecture moyenne, par exemple, des étudiants pour se dire, ben, si les étudiants lisent à X nombre de mots minutes, ils devraient être en mesure de passer à travers l'examen en tel nombre de temps. Parfois, on se dit que c'est 2 fois le temps que le prof prend pour réaliser l'examen, mais tout ça, c'est très peu appuyé. Donc, question à se poser sur la gestion du temps. Pourquoi ne pas laisser des examens, en fait, libres de temps? Puis comment contrôler par la suite les autres éléments? Donc, c'est la première marche. La deuxième, au niveau de la transparence. Donc, ici, moi, je vous propose des solutions au niveau de l'évaluation, analyse d'une simulation clinique, rédaction d'un cas complexe. On serait davantage en phase avec les activités d'apprentissage proposées pour aller chercher des évaluations qui ciblent réellement les objectifs du cours, puis qui ont été travaillées, en fait, avant d'arriver à la situation d'évaluation. Donc, la transparence, c'est l'étape supplémentaire. Une fois que notre plan de cours est cohérent puis que tout se tient bien, ben, c'est de rendre ça explicite aux personnes étudiantes, aux personnes apprenantes. Donc, est-ce que les étudiants et étudiantes savent quels sont les critères d'évaluation sur lesquels ils seront évalués? Est-ce qu'ils savent à quoi ressemble une étude de cas bien réussie dans le cas ici où ils auront une rédaction d'un cas complexe à réaliser? Est-ce qu'ils ont eu des exemples des exemples réussis, moins bien réussis? Puis, est-ce que les attentes sont univoques? Pour rendre les attentes univoques, ben, il faut que la grille soit partagée, la grille d'évaluation soit corrigée aux personnes apprenantes, mais il faut aussi que les personnes apprenantes soient en mesure de peut-être s'auto-évaluer ou d'évaluer d'autres productions avec cette grille-là et qu'on arrive à peu près à la même chose, qu'on arrive à un genre d'accord interjuge. Donc ça, c'est une activité qui est super formatrice, intéressante à faire en classe, de proposer un exemple imparfait de la tâche qui est proposée, puis de l'évaluer ensemble en classe avec l'outil d'évaluation qu'on va utiliser pour rendre ces critères-là les plus transparents possibles. À part le fait de faire une évaluation en grand groupe, quelles activités d'apprentissage me permettraient de clarifier mes attentes en salle de classe? Qu'est-ce que je peux faire pour assurer la transparence des attentes dans ce contexte-ci ou en général? Qu'est-ce que vous faites pour que vos étudiants et étudiantes sachent ce sur quoi ils sont évalués? Comment ils le seront? Je vais réouvrir le clavardage parce que si vous écrivez dans le clavardage au lieu de la PowerPoint, je ne le verrai pas.
Avoir une grille de correction claire, présenter d'avance la grille, démontrer des attentes claires, donner des exemples d'évaluation corrigée. Ça pose beaucoup de débats parce qu'on se dit qu'après, les étudiants vont simplement reprendre ce qu'on a présenté pour leurs travaux. Ce que j'ai tendance à faire, c'est présenter des exemples de travaux puis de modifier légèrement mes consignes d'une session à l'autre, ce qui fait en sorte qu'on arrive à créer même des éléments qui correspondent moins. Évaluer ce qui est enseigné, reproduire en évaluation des modèles d'activité faits en classe. Effectivement, avoir un bon exemple, un contre-exemple. Super intéressant, Madame Carrier, qui mentionne expliquer de vive voix la grille de correction puis l'enregistrer pour réécoute. En fait, c'est une très bonne pratique à avoir. Et lorsque, de mon côté, à chaque fois que je ne le fais pas, je me retrouve toujours avec des enjeux que je me dis, ah, j'aurais dû m'enregistrer, ça aurait été évident encore plus transparent. Donc, c'est une bonne pratique qui prend pas si longtemps que ça, mais qui est super efficace. Avoir une auto-évaluation avec la même grille qu'on utilise, excellent. Donc, vous avez des très bonnes pistes. Et dans la présentation ici, vous avez mentionné donner de la rétroaction sur des productions formatives pour les préparer à l'évaluation entière. Et ça m'amène à ma troisième marche de l'alignement pédagogique, donc d'avoir des rétroactions constructives. L'enjeu des rétroactions, c'est souvent qu'on donne des rétroactions pour la prochaine fois que tu feras une tâche similaire, tu pourras t'améliorer de telle façon. De mon côté, le défi que je me donne, c'est d'offrir une rétroaction qui peut être tout de suite mobilisée pour améliorer la production en cours. Donc, comment je peux planifier autour de moi des moments de rétroaction constructive qui me permettent de commenter, de rétroagir sur un travail qui est en train de se construire. On parle de construire un avion en plein vol, donc ce n'est pas de pré-corriger, mais d'être en mesure d'orienter, de fournir des pistes aux étudiants en fonction de leur tâche qui est en train de se faire. Donc, la question ici, c'est durant nos activités d'apprentissage, comment les personnes étudiantes peuvent recevoir de la rétroaction cohérente avec ce qui va être attendu en situation d'évaluation? Puis, ont-ils l'occasion de mobiliser la rétroaction pour s'améliorer? Donc, il y a vraiment dans la rétroaction constructive, il y a l'étape de plus qui est comment mes étudiants et étudiantes peuvent utiliser la rétroaction obtenue, que ce soit une rétroaction de ma part ou une rétroaction par les pairs aussi, qui est vraiment un bon outil, surtout quand on a des grands groupes, de mobiliser les pairs pour offrir de la rétroaction. Donc, comment la rétroaction reçue peut être tout de suite mobilisée avant une remise finale. Donc, dans ce cas-ci, vous l'avez un petit peu mentionné, à quel moment on peut faire de la rétroaction pour soutenir la réussite des personnes étudiantes, en sachant qu'on souhaite justement avoir ce potentiel de réinvestissement-là. Donc, ici, dans le cas, on avait observation de vidéos de simulation clinique lors de séances asynchrone. Donc, on peut penser que suite à ces vidéos-là, il y aura un travail à faire, avoir une analyse de simulation clinique, mais la question à se poser, c'est est-ce qu'ils vont en faire une de manière formative? Moi, je vais comme évaluer de manière formative une première production, puis après, ils vont en avoir une autre. Ou si on est capable de morceler la tâche sur plus longtemps, puis d'offrir de la rétroaction avant qu'ils nous remettent la tâche finale. Est-ce que vous avez des exemples de pratiques que vous faites qui pourraient s'inscrire dans ce genre de pratiques-là? Donc, on nous dit dans une situation asynchrone autoportant, c'est important d'avoir des rétroactions positives et négatives pour bien encadrer l'étudiant. Positive et constructive. Merci, effectivement. Donc, c'est pas tant négatif, mais de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Avoir la possibilité de faire appel à une ligne de support durant une évaluation pour donner une rétroaction, c'est super. Une rétroaction bienveillante.
faire une rétroaction sur une partie du travail avant le dépôt final. Donc, c'est souvent une des premières façons de faire, en fait, là, de morceler le travail puis d'avoir une remise formative d'une portion du travail qui permet après ça de poursuivre le développement. Soumettre une première version puis demander le feedback des pairs sur un forum, c'est vraiment pertinent. Puis des fois, il faut le forcer un petit peu pour s'assurer qu'il y a de la rétroaction. Les personnes étudiantes sont parfois un peu débordées puis n'arrivent pas trop. Donc, d'avoir une activité spécifiquement prévue, obligatoire là, sur le sujet, c'est une... Donc, je vous invite à réfléchir dans votre plan de cours. Est-ce qu'il y a une modalité d'évaluation qui gagnerait à être un peu plus prévisible? Pourquoi une modalité d'évaluation plus prévisible, plus transparente, où les étudiants peuvent bénéficier d'une rétroaction constructive, c'est inclusif? Ben, en fait, c'est que tous ces éléments-là contribuent à une compréhension qui est commune de l'évaluation et qui évite de prendre pour acquis certaines compétences, d'avoir certains sous-entendus. On le voit souvent à l'université avec les étudiants. On parle des étudiants de première génération par rapport aux étudiants que leurs parents ont fréquenté l'université avant eux. Donc, il y a certaines stratégies, certaines compétences qui sont plus ou moins développées en fonction de notre parcours scolaire antérieur, de nos origines socio-économiques, aussi au niveau du pays d'origine. On le voit avec nos étudiants internationaux qui n'ont pas toujours les mêmes, ils ont des très bonnes stratégies, mais pas nécessairement les mêmes. Et les enseignantes, si on prend pour acquis que tout le monde a la même compréhension que nous, ben, c'est à ce moment-là qu'on creuse les écarts, en fait, entre les différentes personnes qui fréquentent nos cours. Et ça nous amène, là, les 3h33, c'est bien ça. Donc, tout va bien dans mon temps, ça se passe super bien. Ça nous amène à notre deuxième cas pour parler de flexibilité. Donc, une fois que notre cours là, est super cohérent, on peut aller voir du côté de la flexibilité pour tenir davantage compte, peut-être de manière un peu plus, je vais dire individualisée, mais mon but, ce n'est pas d'individualiser l'évaluation, mais d'offrir des choix un peu plus individuels aux personnes étudiantes, puis de s'assurer d'aller rejoindre la plus grande proportion de merci personnalisé. Bonne idée. Donc, de personnaliser un peu plus l'évaluation pour nos personnes apprenantes. Donc, dans ce cas-ci, on a une enseignante de mathématiques qui souhaite, comme objectif de cours, amener les apprenantes à résoudre des problèmes mathématiques, modéliser des situations concrètes à l'aide d'outils mathématiques, d'expliquer et justifier les démarches de résolution de problèmes. Ça, grosso modo, c'est les 3 critères d'évaluation au programme primaire, secondaire en mathématiques. Mais peu importe à quel niveau on se situe en mathématiques, ça revient souvent autour de ça. Les activités d'apprentissage prévues, des capsules vidéo explicatives suivies d'exercices pratiques. Donc, on est vraiment dans une approche assez conventionnelle où j'apprends des procédures à faire, puis je fais des exercices pratiques pour développer mes habiletés. Des devoirs hebdomadaires à remettre en ligne, des travaux d'équipe ponctuels pour résoudre des problèmes plus complexes et des séances de révision avant les examens. Et en termes d'évaluation, actuellement, on aurait 3 examens écrits individuels à réaliser en 2 heures sans accès à des outils numériques autres que, donc souvent avec surveillance numérique sur l'environnement numérique d'apprentissage et des devoirs hebdomadaires. Donc, ma question ici, même si ce n'est pas notre plan de cours préféré, là, ça dépend pour qui. OK? Donc, dans un cas comme celui-là, est-ce que les modalités d'évaluation sont suffisamment variées pour que toutes les personnes étudiantes puissent à un moment ou à un autre se sentir dans des conditions optimales pour elles? C'est un peu la question sous-jacente à ce deuxième axe, à l'axe de flexibilité. On se demande si à un moment ou à un autre dans le cours, les personnes apprenantes ont pu se sentir dans des conditions optimales pour démontrer leur
leurs compétences. Donc, dans ce cas-ci, on a vu là, 3 examens écrits. Donc, on est vraiment dans le même type. C'est assez rigide, assez uniforme. Alors que des évaluations écrites comme celle-là, ben, ça ne donne pas vraiment le crédit pour la démarche ou la réflexion. On est souvent plus au niveau de la réponse. On peut avoir un bon raisonnement, mais que ce ne soit pas tout à fait valorisé. On peut avoir des élèves ou des étudiants qui ont de l'anxiété en contexte d'examen. Donc, le fait d'avoir une pression de temps, un moment X, donc ça peut nuire à ce type de personnes-là. Des élèves allophones qui pourraient comprendre les concepts, mais avoir de la difficulté à les traduire, ce qui nuit dans l'opérationnalisation, dans le temps de réalisation. Donc, d'avoir un format oral ou visuel pourrait être aidant. Des élèves avec un trouble d'apprentissage qui auraient besoin de plus de temps ou de soutien pour décoder des énoncés. Le fait d'avoir des examens chronométrés rigides, ce n'est pas nécessairement des conditions optimales. Donc, l'enjeu, c'est toujours de se demander, est-ce qu'à un moment donné, il pourrait avoir des conditions optimales? Et là, ça nous ramène un peu à la question du temps universel. On a parlé d'anxiété de performance, de difficultés d'apprentissage, donc, au niveau de la compréhension ou l'aisance avec la langue. Donc, encore une fois, ici, on se demande, bien, le temps, la contrainte de temps, à quoi bon? Donc, comment on peut la gérer? Est-ce que donner plus de temps à toutes les personnes étudiantes, c'est désavantager des élèves aussi avec un diagnostic si le temps prévu à la base est déjà subjectif? Et là, cette question-là, en fait, elle est au centre de mon projet de recherche en cours actuellement où on est en train d'évaluer la différence au niveau de l'anxiété évaluative et de la réussite à des évaluations en contexte collégial à 2 temps d'examen pour savoir entre le temps universel et le temps régulier. Donc, on est en train de voir si le temps universel désavantage ou avantage injustement une certaine catégorie d'élèves. C'est une pratique, le temps universel, qui est actuellement assez débattue dans l'espace public. Des parents des élèves s'opposent, ont un sentiment d'injustice à cet égard-là, mais pourtant, on est en train de se demander, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une injustice qui est créée par cette mesure-là qui se veut universelle et inclusive? Donc, à suivre là, dans les prochains projets. Si jamais vous êtes prof au cégep puis que ça vous intéresse de participer, communiquez avec moi. On est en plein dans la collecte de données puis ça va s'étirer jusqu'au mois de décembre l'année prochaine. Donc, le premier axe, c'était le deuxième axe, pardon, sur la flexibilité. On commençait avec la variété. Donc, la première question à se poser, c'est mes 3 examens écrits individuels. Est-ce qu'on est obligé d'avoir 3 examens pareils, dans le même format? Est-ce que je pourrais offrir une certaine variété? Donc, comment aller chercher cette variété-là? Est-ce que je peux remplacer un examen par un travail en équipe, par une entrevue mathématique, par une résolution de problèmes différente? Donc, ce serait de voir, là, on est en contexte de mathématiques, est-ce qu'on peut voir à varier nos modalités d'évaluation pour que, bien sûr, on en a des personnes étudiantes qui sont très fortes en contexte d'examen, qui se sentent en confiance, c'est dans leur espace connu, ils se sentent confortables, mais on a aussi beaucoup de personnes étudiantes qui sont inconfortables dans cette situation-là. Donc, comment varier dans un premier temps nos modalités d'évaluation pour rejoindre un plus large spectre de nos personnes étudiantes? Mais si on pouvait aller un peu plus loin, on offrirait des choix. Puis ça, vous l'avez mentionné en tout début de présentation. Vous avez bien mentionné le fait que offrir des choix de production, de façon de présenter l'information, c'est une façon inclusive de tenir compte des caractéristiques des personnes. Même dans un examen écrit, en fait, on pourrait leur proposer, tu as le choix d'écrire ton raisonnement, mais tu pourrais aussi ajouter une capsule audio à l'oral sur expliquer ta compréhension, aller proposer si on veut, de faire une entrevue. Donc, on pourrait offrir certains choix aux personnes apprenantes pour démontrer leurs compétences.
Les examens avec consultation au manuel sont pour moi une façon de diminuer l'anxiété. Oui, le fait de proposer l'accès aux ressources, puis ça, ben, ça vient en même temps répondre à une de vos inquiétudes ou un de vos enjeux en formation à distance, du fait qu'on peut moins contrôler l'accès à l'information, l'IAG. Donc, si on arrive à composer des examens suffisamment complexes pour aller chercher des situations de compétences, bien, aller chercher tous les outils du monde qui vont vous aider à démontrer votre compétence, à utiliser votre regard critique pour composer une réponse compétente, une réponse efficace. Donc, ça fait partie peut-être, puis là, il y a peut-être des choix aussi de ressources qu'on peut leur proposer. Dans les examens, puis je le mentionne ici, là, est-ce qu'il y a des choix à faire aux personnes étudiantes? C'est sûr que dans 3 examens écrits, c'est assez restreint, assez circonscrit, mais une des choses qu'on voit dans des examens écrits, parce que j'ai accompagné aussi des personnes qui avaient une vision assez traditionnelle de l'évaluation, puis qui voulaient commencer à faire des petits pas, ben, un des petits pas, c'est de proposer, par exemple, 5 problèmes à résoudre en mathématiques, puis tu en choisis 2 des 5 à résoudre dans ton examen. Donc, tu donnes le choix aux élèves, aux étudiants, de choisir ce sur quoi ils vont travailler finalement pour démontrer leurs compétences, en sachant que tous les problèmes sont à peu de niveau équivalent. Donc, ça peut être une idée. À quel moment des choix? Là, je vais avancer un petit peu, j'ai peur de manquer de temps. Et finalement, responsabilisation. Donc, toujours dans vos contextes, à quel moment serait-il possible de faire participer les personnes étudiantes à leur évaluation? Comment ils peuvent se fixer des objectifs et des moyens concrets pour les atteindre? De quels outils on aurait besoin? Donc, dans l'aspect de la flexibilité, si on va dans une vision très humaniste de l'évaluation et même de l'éducation, puis on peut même penser à l'école des les enfants de Summerhill où il n'y a pas vraiment de cadre, puis on apprend dans la vie. On s'en va vers sans se rendre à ce niveau-là, mais on s'en va on tend vers cette approche dans la responsabilisation des élèves, des personnes apprenantes dans leur évaluation comme dans leur apprentissage, parce qu'on se rappelle que les deux sont interdépendants. Donc, comment je peux faire, même dans un cours qui est structuré, que j'ai certaines balises à respecter, tout ça, pour amener mes élèves, mes personnes apprenantes à prendre responsabilité, à voir leurs forces, leurs lacunes, à se fixer des objectifs pour atteindre, à se fixer des objectifs, à se trouver des stratégies pour atteindre leurs objectifs, pardon. Euh, donc, quels seraient ces moyens-là à mettre en place pour amener les élèves à être un peu plus responsables de leurs apprentissages, puis se prendre en main finalement? Merci. Je ne sais pas, Sylvain, là, la question, ben, il y en a plein probablement de questions que je n'ai pas vues, Oui, mais le clavardage s'est emballé pendant que tu attaquais le deuxième axe. Est-ce que tu ben veux oui, qu'on c'est en ça. garde pour la fin ou tu veux rentrer dedans tout de suite? Ben, en fait, si tu veux faire une petite synthèse de ton côté, là, être prêt, je laisserai 2 minutes aux personnes Ça marche. participantes pour aller indiquer sur le support visuel Oui, euh, comment on peut faire pour responsabiliser nos élèves dans leur évaluation. Puis, pendant ce temps-là, moi, je vais quand même faire un petit survol du clavardage pour anticiper ce à quoi tu vas me... ce avec quoi tu vas me revenir comme question. mhm. Parfait. Puis, On va voilà. laisser on va laisser les gens réfléchir et intervenir sur les post-it verts qu'on voit à l'écran Excellent, merci. ou poser une question supplémentaire. Merci Sabrina pour le lien. Voilà.
Donc, vous parlez d'auto-évaluation en début de parcours pour l'amener à se formuler des objectifs. C'est super. Parcours à vitesse variable, l'étudiant peut faire un module selon la vitesse, donc d'avoir cette flexibilité-là aussi dans les modules. Puis ce qui est intéressant ici, c'est de conjuguer ça avec une rétroaction efficace qui va nous permettre quand même d'encadrer, d'accompagner les personnes étudiantes dans leur réalisation, donc de se fixer des objectifs clairs, puis de faire un suivi finalement, s'ils ont choisi de faire 2 modules par semaine, par exemple, mais de faire un suivi avec eux sur leur réalisation, puis de voir si cet objectif-là est réaliste ou non en fonction de leur contexte. De choisir les évaluations avec les apprenants, ça, je trouve ça extrêmement intéressant et extrêmement difficile en contexte d'études supérieures où les plans de cours doivent être déposés avant le début de la session. C'est un enjeu auquel je ne suis pas encore... j'ai pas encore trouvé de solution, concrètement parlant, dans ma pratique. Mais on pourrait potentiellement avoir comme une évaluation globale, puis offrir leur demander en fait quel choix on peut leur proposer par rapport à cette évaluation-là, mais c'est un peu plus difficile. Ce que je fais, c'est que je leur demande d'une session à l'autre. Donc, les étudiants de la session passée vont décider les évaluations de la session future. C'est pour l'instant ce sur quoi je peux me baser. À partir de la grille, se donner un objectif personnel sur un aspect de cette auto-évaluation, effectivement. Donc, utiliser l'auto-évaluation ou l'évaluation par les pairs, c'est vraiment comme les premiers pas pour amener les étudiants à comprendre où ils en sont, puis à se poser ces questions-là, à se fixer des objectifs. Puis ça les amène à apprendre à part entière dans leur apprentissage pour plus tard aussi. C'est vers ça qu'on souhaite aller dans tous les cas. On veut former des apprenants pour la vie, donc des apprenants qui vont être en mesure tout au long de leur vie de se fixer des objectifs puis de trouver les stratégies pour les atteindre. Donc, je vais laisser cette diapo ici. Donc, je vous amènerai à indiquer des éléments qui vous ont fait réfléchir, une chose que vous avez envie d'essayer ou une question que vous aimeriez approfondir pendant qu'on va répondre aux questions. Puis je garderai une demi-minute, là, Sylvain, tu me feras signe à la fin pour la conclusion. On peut faire ça, la période de questions avant la conclusion? Ben oui, absolument. Super. Nous sommes les maîtres du plan. On va commencer avec certaines personnes étudiantes qui vivent une telle insécurité lorsqu'on leur offre plein de modalités adaptables ou d'alternatives, d'autres types de formats, par exemple, que là, ils se retrouvent dans un manque de repères dans le type d'évaluation, dû au fait qu'ils ont souvent affaire, évidemment, depuis qu'ils ont commencé l'école, à des travaux écrits, par exemple. Là, ça les bloque, ça les rend insécures. On a l'impression que parfois, personnaliser pourrait finalement créer l'effet inverse et les exclure. Est-ce que tu as des stratégies pour pallier cela? Bien, moi, je trouve super intéressant cette question et je me permets de la mettre en relation avec celle d'Éric Robitaille qui mentionne le fait que le premier axe d'alignement pédagogique avec la transparence, le fait de montrer des exemples, ça diminue la capacité à gérer l'ambiguïté puis à gérer des attentes qui sont parfois implicites. Mais si on met ça ensemble, on est en train de se dire que si on offre des choix, on crée de l'insécurité parce qu'ils connaissent moins les autres, se sont moins pratiqués dans leur vie d'étudiant ou d'apprenant à réaliser des productions diverses. Et de l'autre côté, si on les outille trop, on les empêche de gérer l'ambiguïté. Fait que je pense qu'ici, il y a comme un juste équilibre à trouver à travers ça, une combinaison entre les choix puis la possibilité d'avoir des exemples, la possibilité de recevoir de la rétroaction constructive tout au long de la démarche d'évaluation qui va permettre de diminuer cette anxiété-là ou cette peur de l'inconnu-là parce qu'on va être accompagné. Je pense qu'à travers tout ça dans l'évaluation inclusive, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup le terme d'évaluation humaniste, puis que j'aurais envie de tout placer ça en dessous de ce chapeau-là, c'est qu'au final, l'évaluation, comme la relation pédagogique, c'est une relation qui est fondamentalement humaine et dans cette relation humaine-là, c'est un accompagnement puis des interactions qui sont au centre de ça. C'est la communication qui va faire le lien
entre les insécurités, entre la gestion de l'ambiguïté, puis tout ça. Est-ce que trop accompagner, puis ça, c'est souvent une question qu'on me pose, est-ce qu'on accompagne trop? Est-ce qu'on n'est pas en train de trop materner? Puis là, ben, en fonction de la personne à qui je parle, la réponse peut différer, mais une des choses que je souhaite remettre en perspective, c'est on n'a pas besoin de toujours préparer 4 ans à l'avance nos élèves pour ce qui va se passer dans 4 ans. Commençons par développer ce qui est à développer à l'heure actuelle. Puis au fur et à mesure, il n'y a pas que l'école dans la vie, là, il y a plein d'autres choses qui vont les amener dans des situations, dans des tensions qui vont aussi contribuer à leur développement. Mais si à l'école, déjà, on est en train de leur offrir des choix, de leur offrir de la rétroaction, de leur dire responsabilise-toi, tu éprouves des difficultés, va chercher des stratégies, puis qu'on les accompagne dans la recherche de stratégies et pas seulement en leur donnant des réponses, bien là, à ce moment-là, on est vraiment dans une posture d'accompagnement pour former des apprenants pour la vie. Donc, je répondais un petit peu pêle-mêle à ces deux questions-là. Oui, c'est vraiment intéressant de mettre face à face ces deux conditions-là qui existent, là, performer dans le jeu de l'école puis se préparer à la vraie vie ambiguë d'un contexte professionnel. Merci beaucoup. Écoute, on va glisser vers ta conclusion là-dessus pour avoir le temps d'explorer ce que les gens nous ont écrit sur ta diapositive, ben, dans ton Canva, en fait. Oui, oui, exactement. Ben, merci pour votre participation, tout le monde, là, dans le Canva et tout ça. Je sais que ce n'est pas nécessairement habituel entre le clavardage, le mur collaboratif aussi de la semaine de la FAD, tout ça, ça en fait beaucoup. Puis là, il y a quelqu'un qui le grossit, j'ai l'impression qu'il veut me faire un signe. En formation professionnelle, j'ai l'impression que nous sommes plus contraints de tenter d'appliquer celle-ci à cause. Ah, c'est comme pas fini. Je considère que ce sont de bonnes réflexions et propositions, mais en formation professionnelle, j'ai l'impression que nous sommes plus contraints de tenter d'appliquer celle-ci à cause des restrictions. Dans certains milieux, il y a effectivement beaucoup de restrictions. Ceci dit, on travaille fort avec la formation professionnelle pour adopter une vision un peu plus inclusive en évaluation. Super, là, vous pensez, analyse d'un cas d'évaluation imparfait à essayer, donner le choix du sujet ou donner le choix de 2 sujets lors d'une évaluation. C'est des belles pistes là, pour des belles pistes d'évaluation inclusive à mettre en place. Puis, comment s'assurer de toujours offrir des évaluations accessibles dans une situation asynchrone? C'est des belles questions à approfondir. Je pense que je n'ai pas le temps ni toutes les ressources pour les aborder maintenant. Ce à quoi je vous... oui, une référence pour mieux comprendre les principes Oui. de l'évaluation humaniste, Charles Hadji. Je l'écris Hadji. C'est un auteur européen qui a écrit sur le sujet. Mais ce qu'il faut savoir, puis on me l'a bien dit lors de ma soutenance de thèse, Charles Hadji est européen et la conception universelle de l'apprentissage est anglo-saxonne et les deux ne se sont probablement jamais lus. Moi, je vois beaucoup d'interactions dans leur façon de voir les choses, puis avec l'évaluation différenciée, puis tout ça, mais personne ne se parle et ce serait, je pense que ça va être mon objectif de carrière, de faire en sorte que de rassembler tout ça sous un objectif ou un grand chapeau commun. Mais bon, c'est voilà. Donc, en conclusion, la théorie des petits pas, donc certains d'entre vous là, avaient ciblé des pratiques à mettre en œuvre, y aller une étape à la fois. L'idée, c'est pas de changer toutes nos pratiques, mais d'y aller sur les petits pas. Mon objectif à moi, c'est de ne pas avoir de demande d'accommodement dans des évaluations dans un cours qui nous amènera à une conception universelle de l'évaluation en amont. Donc, c'est une façon, peut-être quelque chose vers lequel tendre. Ceci dit, il y en a toujours, mais ça nous permet tranquillement de diminuer les obstacles à la démonstration des compétences. Et si vous voulez poursuivre votre réflexion, sur le code QR ici, on a la boussole sur l'évaluation inclusive. Donc, c'est la boussole qu'on a développée l'année dernière en évaluation inclusive, 63 items, donc prenez le temps, qui vous met face à différentes pratiques d'évaluation inclusive et ça vous donne à la fin un genre de diagnostic en fonction des axes qu'on vous a proposés aujourd'hui, ainsi que des ressources pour poursuivre. Il y a d'ailleurs un parcours de formation fait en collaboration avec le pôle d'expertise interordre qui se retrouve aussi sur ce site. Donc, puis ici, j'avais un petit outil
d'objectifs SMART à remplir si vous souhaitez mettre tout ça sur papier, puis vous engager dans votre démarche. Donc voilà, ça clôt la présentation de mon côté. Merci beaucoup. Merci à toi, Myriam. Toujours super intéressant d'avoir accès à ce qui se passe dans ton cerveau sur ces questions-là. Merci de le partager avec nous. Puis j'ai goût qu'on se dise à bientôt parce que visiblement, ça va continuer d'évoluer. Oui.